Comment trouver, choisir et optimiser vos images pour vos supports de communication, que ce soit un site internet, des posts pour les réseaux sociaux, un flyer, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première visite, je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Aujourd'hui, si on aborde la question des images, c'est parce que c'est un sujet qui peut paraître hyper simple, hyper secondaire, anodin, un détail, alors qu'en réalité, dans les supports de communication, les images peuvent faire beaucoup. Faut comprendre que les images sont les premiers vecteurs d'émotion, que ce soit sur un site internet, un flyer, etc. Donc, ils peuvent soit attirer des personnes, soit les faire fuir. Si vos visuels ne font pas professionnels, ne transmettent pas une image positive ou une bonne impression à votre client potentiel, il y a de grandes chances que vous partiez déjà avec des points en moins. Et si on aborde ce sujet, c'est parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent et c'est dommage quand le discours derrière est hyper intéressant et bien construit de finalement choisir les mauvaises images qui vont nous porter à préjudice et d'avoir un support de communication à la fin qui n'est pas aussi bien qu'il pourrait l'être à cause simplement d'un mauvais choix d'image. Ce que je vous propose pour que ce soit bien plus concret, c'est qu'on va passer directement sur l'ordinateur, je vais vous partager mon écran et on va aborder plusieurs points. Le premier étant qu'est-ce que le droit d'auteur et en quoi ça vous concerne lorsque vous choisissez vos images, comment vérifier quels sont les critères de qualité pour choisir vos images, quel type d'image on vous conseille de choisir, et puis enfin où est-ce que vous pouvez trouver des images pour illustrer vos supports et comment les optimiser, notamment pour le site internet. Il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. On se retrouve directement sur Canva où je vais pouvoir vous montrer quelques photos pour illustrer mes propos. Le premier point dont je voulais parler, c'est tout ce qui va concerner les droits d'auteur. Je ne rentrerai pas dans les détails et c'est pas mon expertise, je ne suis pas avocate. Il n'empêche qu'il faut garder en tête lorsque vous cherchez des images sur internet que ces images sont soumises aux droits d'auteur. Vous ne pouvez pas copier-coller des images de Google par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser des images de personnes qui ne vous appartiennent pas, ce ne sont pas vos images, sans les mentionner ou sans même leur demander leur avis en amont. Par exemple, je ne peux pas taper montagne sur Google, aller dans les images, trouver une photo qui me plaît, faire cliquer dessus, faire clic droit, là vous voyez certainement pas les possibilités mais je peux copier l'image, retourner sur mon Canva, ici plutôt, et puis la coller. Ça, je ne peux pas faire, puis ensuite l'utiliser sur un post de réseau social ou un article de blog, ou peu importe. Je n'ai pas le droit, c'est pas mon image. Si vous souhaitez utiliser l'image d'une autre personne, vous devez obtenir son autorisation. C'est pareil pour tout ce qui est image payante. Vous avez des images qui sont payantes, qui sont sous licence, qu'on appelle licence commerciale le plus souvent. C'est le cas de nombreuses images sur le site iStock, qui est le plus connu, et peut-être que si vous cherchez vos images sur Google, vous êtes déjà tombé dessus, où là on va trouver des photos, on va toujours taper montagne, on va trouver des photos qui sont payantes, et si on veut les utiliser, on doit payer. Je clique, là par exemple c'est 24 € pour cette image, ou alors on peut avoir un abonnement chez eux, mais je peux pas faire clic droit, copier l'image, retourner sur mon Canva, et là pareil, faire coller. D'abord parce que c'est interdit, et puis en plus ça se voit, on a le crédit ici, ce qu'on appelle un filigrane, il y a une raison, ça veut dire que cette image n'est pas libre d'utilisation, vous devez payer pour l'utiliser. Ce qui veut dire que vous devez utiliser soit des images qui vous appartiennent, que vous avez faites, soit des images dites libres de droit. Donc ce sont des images, on le verra juste après, qu'on va trouver sur des banques comme iStock, mais des banques où on peut télécharger des images gratuitement. À savoir que libre de droit, ça ne veut pas dire libre de tout droit d'auteur. Les propriétaires, les photographes restent propriétaires de leurs droits d'auteur, et normalement, même si vous utilisez une licence, une photo en licence libre de droit, vous devez mentionner, créditer l'auteur. On est trop peu à le faire parce que c'est très facile de récupérer des photos à droite et à gauche, de les utiliser, mais officiellement on doit toujours mentionner l'auteur. Donc si vous utilisez des photos, notamment des photos de façon répétée, ou si vous avez une photo qui illustre votre activité, ou une photo qui est sur votre vitrine ou qui est dans votre cabinet ou ce genre de choses, c'est-à-dire visible au plus grand nombre et qui a vocation à rester, c'est un peu moins grave pour une photo de réseaux sociaux qui va disparaître
disparaître rapidement. Surtout mentionner les droits d'auteur par respect pour la personne, et puis surtout si vous faites coincer, ça peut être problématique. Voilà pour ça. Ensuite sur cette slide, je voulais juste aborder la question de la qualité de la photo. Il y a plusieurs points qui rentrent en compte, 5, 6 peut-être. Le premier étant la taille de la photo. Il est important que votre photo soit suffisamment grande pour l'espace, le support sur lequel vous souhaitez l'utiliser. Là, cette photo, c'est sa taille réelle, c'est-à-dire que c'est la taille qu'elle fait quand je l'ai intégrée sur Canva, je ne l'ai pas réduite, je ne l'ai pas augmentée. Donc elle est petite. Ce qui se passe, c'est que si j'utilise pour un support, peut-être un flyer ou une vignette, ça fonctionne. Et encore, je trouve que c'est pas très lisible. Par contre, si je veux l'utiliser sur un site internet ou sur un support où j'ai besoin de l'agrandir, là, ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que l'image est pas nette, parce que ça fait pixeliser, c'est pas pro, c'est pas très joli. Donc faites vraiment attention à ce point, choisissez des photos qui soient suffisamment grandes. On verra juste après que sur les banques d'images gratuites, les images sont en général très grandes, on va même chercher à les réduire, à les redimensionner pour qu'elles soient un petit peu plus petites. Je dis ça parce que si vous récupérez vos photos d'autres sites ou c'est une photo sur votre téléphone et que vous l'avez partagée via divers WhatsApp ou que sais-je, des MMS, etc., parfois l'image est réduite et si elle est trop petite, la qualité en pâtit beaucoup. Donc faites vraiment attention à ça. Je reçois trop souvent pour des sites internet des photos qui sont beaucoup trop petites. Premier point. Deuxième point, assez évident, mais évitez les photos floues. C'est parfois lié au premier point. L'image est trop petite, donc quand on essaie de l'agrandir, elle devient floue. Alors là, c'est vraiment pas professionnel du tout. Donc ça, on évite. Et puis faites attention aussi au cadrage. On ne va pas couper des personnes qui sont avec nous, derrière nous. C'est pas pro non plus. Là, je parle surtout des portraits. Un portrait professionnel, c'est important. Pas forcément aussi strict que celui-ci, mais n'empêche que un beau portrait avec un fond propre, clair, et surtout vous seul, sans personne coupée, c'est beaucoup plus pro que ce genre de portrait où on a coupé les gens qui étaient avec nous. Et puis à côté, pareil, problématique de cadrage, c'est coupé beaucoup trop court ici. Là, pourquoi il y a de l'espace à gauche, à moins que ce soit une recherche artistique, mais là, clairement, ça ne l'est pas. Veillez à ce que ce soit bien cadré. Là, c'est un détail, mais en fait, ça fait la différence aussi en termes d'impression, ce que vous renvoyez, photo professionnelle ou pas professionnelle. Il y a pas photo. Si je la mets comme ça, c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus pro, parce que l'image est cadrée, elle fait beaucoup plus professionnelle que si elle est coupée comme ça par exemple. Ce sont des points qui peuvent paraître évidents parce que je les grossis un petit peu, je grossis le trait, mais si je les mentionne, c'est parce que je les rencontre très souvent. Autre problématique, tout ce qui est luminosité. Veillez à avoir des images qui soient suffisamment lumineuses, qu'on puisse bien discerner le sujet de la photo, encore plus sur des supports papier qui ont vocation à être imprimés. L'encre selon le papier, selon la qualité de l'impression, selon chez qui vous imprimez, si c'est trop foncé, ça peut être très très laid. Ça peut baver, ça peut vraiment être pas beau et donc pas professionnel non plus. Donc privilégiez les images qui sont beaucoup plus lumineuses et privilégiez aussi des photos naturelles, spontanées, comme celle-ci, dans le sens où je vais pas m'amuser à aller mettre un filtre sur cette photo. Imaginons un filtre comme ça, ou m'amuser ensuite à augmenter la température. Alors c'est pas trop choquant, mais peut-être le contraste, les tons clairs, la luminosité, ici. Voilà, et là je me retrouve avec une photo qui est pas du tout naturelle, et là non plus ça ne fait pas professionnel. Sur les réseaux sociaux, à la limite, ça passait, et encore, c'est un peu dépassé aujourd'hui, mais sinon ça ne fonctionne pas. On met pas non plus de petits gimmicks ou de petits motifs ou de petits cœurs ou de petits textes en fait sur les images. Pour tout ce qui est professionnel, support professionnel, surtout site internet, flyer, vraiment vous ne voulez pas faire ça. Vous gardez votre image la plus pro et la plus naturelle possible. Bien sûr, professionnel n'impliquant pas d'être en costard cravate ou d'être complètement strict et de pas sourire. On ne vous demande pas non plus d'être coincé, vous pouvez rester vous-même, sourire comme elle le fait ici, mais juste je vais la remettre complètement naturelle, mais juste que ça fasse pro quoi. Voilà. Comme ça c'est mieux. Alors le cadrage a changé, mais en termes de couleur on est quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est les points les plus importants pour tout ce qui est image. Et puis c'est aussi le type d'image que vous allez choisir. On vous conseillera toujours en priorité des photos comme celles qu'on vient de voir, ou à la limite des illustrations. La seule chose avec les illustrations, c'est qu'il est parfois difficile de trouver des illustrations qui soient harmonieuses entre elles. L'harmonie, c'est un mot hyper important dans cette idée d'univers visuel, parce que ce qu'on va chercher à créer avec notre imagerie, donc avec nos photos, nos images, c'est de créer une atmosphère, une ambiance qui nous est propre, et pour ça les images jouent un rôle essentiel. Si on vient utiliser des images qui n'ont aucun lien entre elles, où les couleurs varient, imaginez un site
dans les tons froids, donc très bleu, très clair, gris, des tons peut-être désaturés, pas trop saturés, donc pas des couleurs trop agressives, flashy. Et là, vous avez que des images bleues qui transmettent cette sérénité, ce calme, et vous avez une photo avec un t-shirt rouge ou une fleur rose fuchsia, et bien ça va complètement dénoter, ça va casser tout ce que vous étiez en train de créer. Retenez que les images et les couleurs aussi ont leur signification et elles transmettent quelque chose. Donc il faut vraiment y prêter attention. Ici, je vous ai mis des images qu'on vous déconseille. Pourquoi? Alors la première colonne, ce sont des images d'illustration, ce qu'on peut aussi appeler des clipards. Les illustrations, pourquoi pas, je vous montrerai quelques exemples ensuite, mais celles-ci, par exemple, sont vraiment pas modernes, elles sont un peu dépassées, elles sont vues et revues, et puis le risque, c'est que vous allez mettre celle-ci à droite, celle-ci un peu plus bas, puis encore une autre, aucun lien entre elles, pas le même type de tracé, pas le même type de couleur, pas le même type de style, et donc aucune identité, aucune personnalité, ça, c'est trop différent, c'est pas harmonieux, ça ne fonctionne pas. Deuxième colonne, on a des images que je dirais symboliques ou qui viennent représenter un concept. Là, par exemple, le succès. Ici, potentiellement, le stress. Ça peut sembler être une bonne idée. La plupart du temps, encore une fois, ça ne l'est pas. Il y a des photos beaucoup plus naturelles, beaucoup plus réalistes qui parviennent à transmettre la même chose sans avoir besoin d'avoir ce type de montage qui, pour les mêmes raisons que la première colonne, vont dénoter sur votre site parce qu'ils ne sont pas harmonieux entre eux, parce que ça fait surfait, parce que c'est même parfois un petit peu ringard, c'est dépassé et ça peut donner une mauvaise impression pour certaines personnes. Puis enfin, en troisième colonne, je vous ai mis des photos que j'appellerais des photos bateaux, des photos vues et revues, dans le sens où ce sont des illustrations ou des images qui vont toujours illustrer la même chose et être utilisées par les praticiens bien-être, etc. En soi, ça peut fonctionner, c'est juste dommage parce que ça va pas vous différencier, ça n'a rien apporter de particulier, ce sera juste un énième thérapeute ou un énième praticien bien-être, alors que par le choix des photos, vous pouvez vous différencier et vous pouvez déjà apporter quelque chose de nouveau et transmettre quelque chose de votre personnalité. Moi, honnêtement, en tant que cliente potentielle, j'arrive sur un site, je vois une photo de lotus comme celle-ci ou une photo de galet, ça manque de personnalité. Parce que je l'ai déjà vu sur le site d'à côté, parce que je l'ai déjà vu sur un site bien-être, sur une vidéo des années 2000. Et ça peut paraître superficiel, hein, mais il n'empêche que inconsciemment, ça va impacter l'impression, ou en tout cas l'avis, l'appréciation que je vais me faire de la personne ou en tout cas du site internet, etc. Donc ça, c'est aussi un point important. Ça n'empêche pas qu'on peut trouver des photos de lotus ou des photos de galets qui fonctionnent très bien et qui sont plus modernes, plus esthétiques et plus jolies. Je vous ai montré un petit peu ce qu'on ne voulait pas, en tout cas ce qu'on évite, nous ce qu'on déconseille. Maintenant, comment vous pouvez trouver des photos qui correspondent plus aux attentes, on va dire, d'aujourd'hui et qui fonctionnent mieux aussi en termes d'émotions, qui transmettent plus d'émotions et des émotions positives, vous avez plusieurs outils pour ça. Le premier, et celui que personnellement je préfère, ça va être Canva. Notamment si vous faites vos réalisations, vos posts sur les réseaux sociaux, vos flyers, vos livres blancs peut-être, ou des PDF, des brochures, tout ça sur Canva. Alors autant chercher vos images sur Canva. Si vous avez la version gratuite, vous en aurez beaucoup moins que moi. Mais si vous avez la version payante, on a énormément de choix. Si je tape montagne, vous voyez déjà, j'ai de très belles images et toutes ces images seront grandes et seront de bonne qualité. On va créer une nouvelle page, par exemple celle-ci. Là, je peux l'agrandir. Elle est très belle cette image en termes de qualité. Elle va pouvoir me servir. On voit un petit peu la largeur là qui s'affiche. Ça, je peux le mettre sur un site internet en très large. Ce sera très joli. Donc déjà, il y a cet aspect de qualité. Et puis, je peux me taper n'importe quoi comme mot-clé. Il me propose même des choses en plus. À savoir que sur Canva, pour les images ou pour les illustrations, vous avez ce petit i ici qui vous donne d'autres mots-clés reliés à cette image lorsque vous avez peu d'inspiration, lorsque vous avez essayé un mot-clé qui ne vous a rien donné ou vous en avez marre de voir toujours les mêmes images, n'hésitez pas à cliquer là-dessus, afficher tous les mots-clés, il y a de quoi faire. Et donc vous allez avoir d'autres images qui peuvent se rapprocher plus ou moins de celle-ci. Vous avez aussi des mots-clés qui sont dans la description et vous avez aussi le nom de l'auteur. Si l'on veut plus de photos de cette personne, je clique dessus. Et j'ai tout ce que cette personne a publié, en illustration, en photo, etc. Là, en l'occurrence, je suis chez un professionnel, donc clairement, il y en a beaucoup trop, et c'est pas très utile, mais parfois, ça peut l'être, notamment pour les illustrations. Parce que si je vais chercher une illustration sur Canva, je peux taper dans éléments, on va mettre stress, illustration, je peux choisir photo, mais là, je veux des illustrations. J'ai plein de tracés ici différents. Comme je vous l'ai dit, les illustrations, les clipards qu'on a vu rapidement là, ça peut très bien fonctionner, elle est très jolie, mais ça fonctionne si elles sont
harmonieuses et si elles font pas trop un peu professionnelles ou trop vues et revues encore une fois, mais voilà, qu'elles fonctionnent bien entre elles, qu'elles sont dans vos couleurs et qu'elles sont cohérentes avec ce que vous cherchez à transmettre. Il y a plein de sites qui n'ont pas besoin d'icônes, qui reposeront que sur des images. Au contraire, il y a des sites qui auront très peu d'images et qui se reposeront que sur des icônes. Pareil sur les réseaux sociaux. Tout dépend de votre identité et de ce que vous créez comme univers visuel. Mais là, si je clique dessus, donc déjà je peux mettre mes couleurs. Après le problème c'est qu'en fait je peux pas changer le tracé, l'illustration elle est telle quelle. Donc si ensuite je veux illustrer l'anxiété, alors c'est très proche mais c'est pour dire d'aller plus vite, si je mets ça à côté, on voit tout de suite que le tracé n'est pas du tout le même, c'est pas harmonieux, ça ne va pas ensemble. Donc l'intérêt c'est que peut-être si je clique sur ici, je vais avoir des tracés qui ressemblent plus à celui que je viens de choisir. Je peux chercher, alors je sais pas s'il va me mettre quelque chose. Anxiété, donc on retrouve celui-ci. Je peux peut-être trouver des choses plus proches. C'est pas toujours le cas, ça peut prendre beaucoup de temps de chercher, mais par exemple celle-ci, je vais supprimer ça. On voit qu'elle est peut-être plus proche dans le type, dans le style, dans le tracé que celle qui était avant. Et au contraire, si je préfère ce tracé-là, je supprime ça, je mets là, hop. Je vais pouvoir peut-être voir ce que cette personne a fait. Si je remets stress, on voit qu'elle a malheureusement pas fait grand chose de similaire. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les illustrations ça peut être risqué parce que vous êtes très limité si vous ne... ce sont pas les vôtres, vous pouvez pas en créer d'autres. Donc vous êtes limité à ce qui existe déjà et parfois ça vous oblige à choisir des choses qui vont pas forcément ensemble. On n'a pas eu l'exemple, voilà, parfois quand on clique sur Canva, on a des recommandations, ça peut aussi être très utile. C'est-à-dire qu'on va avoir des illustrations qui ressemblent à celle-ci ou qui sont dans le même style ou parfois créées par la même personne. Donc vous voyez que je clique dessus. Et là, l'avantage, c'est que par exemple, ces deux-là sont de la même famille. Et si je regarde, je peux même prendre celle-ci, toutes celles-ci fonctionnent très bien ensemble. Il y en a même beaucoup plus. Alors, encore une fois, on est limité, donc il faut trouver ce que vous cherchez dans ce qui est proposé ici. Mais si vous avez besoin juste de 2-3 icônes, ça peut largement faire le travail. On peut changer les couleurs, on peut voir les mots-clés qui ont été utilisés. On peut déjà faire pas mal de choses. Juste pour revenir aux images sur Canva, vous avez aussi des possibilités de filtres que je trouve très intéressantes. On a tapé montagne. Je peux cliquer ici, je peux choisir l'orientation pour avoir que des photos verticales, par exemple. Je peux aussi choisir cut out uniquement, c'est peut-être pas très pertinent ici. Ça veut dire sans fond. On va tout effacer, on va mettre juste cut out. Forcément, il n'y a pas beaucoup de montagnes, c'est-à-dire sans fond, puisque c'est pas l'intérêt de la photo, mais du coup, je vais avoir des images de chaussures de montagne, etc. Donc cut out, retenez juste que ça veut dire pas de fond, c'est ce qu'on appelle des PNG ou fond transparent. Ça peut parfois être pratique en sachant que sur certaines photos, vous pouvez aussi, avec la version pro, modifier la photo, effacer l'arrière-plan et vous retrouver avec un cut out automatiquement. Ça fonctionne pas toujours aussi bien, mais ça peut être une façon de faire aussi. Je fais exprès d'aller assez vite, hein. J'ai fait un tutoriel complet sur Canva, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans nos anciennes vidéos, je mettrai le lien en barre d'infos. Là on est vraiment juste sur la partie choix des photos. Dernier point dans tout ce qui est filtre, c'est tout ce qui est couleur. Je vous disais, idéalement vos photos vous devez les choisir pour qu'elles fonctionnent les unes avec les autres, qu'elles soient harmonieuses entre elles. Donc si j'ai un site ou si j'ai une identité visuelle qui est dans les tons bleus, dans les tons froids, dans les tons lumineux clairs, je peux choisir un bleu. Alors je peux choisir aussi une couleur ici, mais c'est des couleurs qui sont très vives, là c'est très turquoise. Je vais plutôt choisir une couleur un peu plus douce, donc dans les tons bleus. Vous pouvez même mettre votre code couleur de votre identité visuelle. Je peux choisir par exemple ça. C'est pas exact ce qu'il va me proposer, mais je peux choisir, imaginons celle-ci, qui est très bleue et qui peut fonctionner dans mon univers visuel. Si au contraire j'ai une identité visuelle qui est plutôt dans les tons chauds, voire peut-être dans les tons roses, si je veux un coucher de soleil, on va plutôt choisir même violet, quelque chose comme ça. Ok, un peu trop violet, celle-ci est pas trop mal, mais je pense que je suis encore un petit peu trop colorée. Plutôt quelque chose comme ça. Et là on a d'autres photos qui sont aussi très jolies et qui fonctionneraient potentiellement très bien sur un support, si encore une fois c'est votre identité visuelle. Voilà un petit peu pour les possibilités de Canva. Et puis vous avez ensuite un tas de banques d'images gratuites, dont les plus connues sont Pexels. Je vais vous en présenter 3, vous les connaissez peut-être déjà. Pexels qui vous permet de trouver des images aussi, on va rester sur le montagne. Montagne. Et pour chacune des images, vous pouvez choisir des vidéos même, vous pouvez filtrer, orientation, verticale, carré, toutes les tailles. Bon, souvent je vous conseille de rester sur grand pour la recherche. Vous pouvez même trier ici. Et ensuite je clique dessus, si elle me plaît. En dessous, j'ai d'autres propositions.
qui y ressemblent. J'ai aussi des mots-clés comme sur le i de Canva pour aller un petit peu plus loin si je manque d'infos, si j'ai plus d'idées. Je peux aussi l'enregistrer ou y mettre un j'aime. C'est si vous créez un compte sur Pexel, vous pouvez ensuite retrouver toutes les photos auxquelles vous avez mis j'aime, que vous avez enregistré. Ça peut être pratique si vous faites une sélection de photos mais elles sont pas toutes utiles aujourd'hui, ou qu'il y a une photo que vous aimez bien, que vous souhaitez retrouver facilement. Et bien créez un compte gratuit, faites une collection et vous les retrouverez rapidement. Ensuite je fais télécharger, alors soit je clique dessus, soit je peux même choisir la taille. Ça peut être pratique, on l'a vu, hein, si on veut une image qui soit grande mais pas non plus trop grande, ça c'est énorme. On va plutôt privilégier celle-ci ou celle-ci, voire même celle-ci si c'est un post pour les réseaux sociaux. Donc là je peux faire grand par exemple, télécharger la taille sélectionnée. Vous le voyez pas mais il m'a ouvert mes fichiers, et puis surtout ce qu'il me propose c'est de bien mentionner le nom du photographe. Je fais un copier-coller, et notamment si j'utilise sur mon site internet, je peux le mettre en crédit ou dans la légende pour respecter les droits d'auteur. Encore une fois, c'est assez rare qu'on le fasse sur les réseaux sociaux ou sur des supports qui ont vocation à disparaître rapidement ou qui sont secondaires, mais surtout ce qui est support important, même publicité, etc. Là vraiment mettez les crédits. Donc voilà pour Pexel, et toutes les autres que j'ai à vous montrer fonctionnent de la même façon. Vous avez Unsplash que personnellement j'aime bien parce qu'il a des photos plus esthétiques, cinématographiques. La sélection est un petit peu plus stricte, plus artistique. Donc on a aussi moins de choix, hein. Parfois vous tapez des photos et on trouve rien. Si on remet montagne, alors c'est clairement très facile, mais n'empêche que ça nous donne une idée. Vous avez aussi chez Unsplash, vous pouvez filtrer alors les orientations, paysages par exemple, et licences, choisir les gratuites, parce que sinon il vous propose, si je remets tout, pas mal de licences payantes. C'est assez discret, mais ce petit sigle ici, je clique, si je veux la télécharger, je vais devoir payer, et on retrouve discrètement, si je zoome, Unsplash écrit partout, parce qu'on a un filigrane, qui veut bien dire que vous pouvez pas la copier et l'utiliser n'importe comment. Donc souvent, on va plutôt privilégier les gratuites, on choisit. Pareil en dessous, on a tout un tas d'images similaires, on a les mots-clés pour aller plus loin, je peux la mettre dans mes images favorites ou je peux la télécharger, je choisis ma taille et je l'enregistre. Pareil pour Pixabay, je vous l'ouvre juste pour que vous ayez le nom, mais j'irai pas plus loin, c'est une base qui fonctionne exactement de la même façon. Personnellement, je trouve que les photos sont parfois un peu moins jolies, un peu moins professionnelles, mais il y a énormément de choix. Donc ça c'est notre option. Et puis vous avez aussi de plus en plus des banques d'images d'intelligence artificielle. Alors sans parler de génération, avec des outils comme DALL-E, qui est un outil créé par OpenAI, donc c'est la même personne que pour la même entité que pour ChatGPT. Vous avez aussi Midjourney que j'avais déjà essayé. Bon, j'en ai pas l'utilité donc j'ai arrêté de payer l'abonnement, mais qui fait des choses très jolies mais qui sont un petit peu complexes à prendre en main et pas forcément nécessaires. Vous avez par contre des banques d'images qui se développent et qui proposent au téléchargement payant ou libre des images qui ont été faites par l'intelligence artificielle. On a par exemple FreeFlow, si je clique. Donc là, je vais dans Images, et c'est pareil, j'ai pas mal de possibilités. Si je tape montagne, alors on est sur un outil qui est en anglais pour le coup. Qu'est-ce qu'il peut me proposer? Donc là, ce sont des images qui ont été réalisées avec l'intelligence artificielle qui peuvent avoir des styles différents. Je vous en parle parce que je pense que c'est des outils qui vont beaucoup se développer. Maintenant, on voit que c'est encore très limité, que c'est très artificiel, peu naturel, mais on peut parfois trouver des trucs jolis. Celle-ci est très jolie. Il faut juste que ça fonctionne avec le reste de votre site, avec votre univers, et que ce soit harmonieux, comme je l'ai beaucoup répété. Voilà pour ça. Dernier point avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous parler d'optimisation de ces images, notamment pour le site internet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous téléchargez des images sur les banques d'images que je vous ai présentées, même sur Canva, imaginez que vous souhaitez télécharger cette image, vous la mettez en grand, c'est un petit peu du bidouillage. Normalement, les photos sur Canva, on les utilise pour des créations Canva. Mais si on triche un petit peu et qu'on télécharge cette image comme ça, donc je fais partager, télécharger, je choisis du JPEG, je mets l'image, donc c'est la page actuelle, c'est la page 6, je fais télécharger, j'aurais téléchargé mon image dans le format de cette page-ci. Si je veux ensuite l'utiliser sur mon site internet, il faut que je fasse attention à son poids, il faut que mon image ne soit pas trop lourde. Si une image est trop lourde, elle va ralentir le site internet, et à terme ça va avoir un impact sur l'expérience utilisateur, et ça va potentiellement pénaliser votre référencement. Donc on privilégie les photos qui sont légères. Comment on a une photo légère? On fait ça en plusieurs étapes, on vérifie qu'elle est en JPEG, parfois on a des images qui sont en PNG, .png et pas .jpg ou JPEG. La différence c'est que PNG c'est en meilleure qualité, sauf que c'est aussi beaucoup plus lourd, ce qui n'est pas forcément nécessaire sur un site internet. On la redimensionne, on la compresse et on la renomme. Donc imaginons que j'aille sur Unsplash. Je vais trouver une photo sur Unsplash.
On va prendre celle-ci, je ne vais pas chercher plus loin. Je fais télécharger. Cette image, vous voyez que je n'ai même pas choisi la taille, elle va certainement être très grande. Donc qu'est-ce que je fais? Je vous propose un outil, alors il y en a plein, vous tapez sur Google redimensionner image, vous en trouverez. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il fait tout. Je vais dans Resize Image, redimensionner mon image, je me mets là, je fais sélectionner image, je choisis l'image que je viens de télécharger dans mes dossiers, et vous voyez qu'elle est immense. Donc là, même si je veux l'utiliser en très grand sur mon site, il n'y a aucun intérêt qu'elle soit plus large que 2000 pixels. Si en plus je veux l'utiliser en plus petit, c'est juste une image d'illustration, je peux mettre 850, ça suffira largement. Je fais Resize Image, automatiquement il m'a calculé la hauteur, Download, et je la retélécharge dans mes fichiers. Donc vous voyez qu'en 2 clics, j'ai redimensionné mon image. Et ce que vous voyez pas parce que c'est dans mes fichiers, c'est que rien qu'en faisant ça, le poids de mon image a été divisé par 5. Donc c'est quand même très appréciable. Deuxième étape, je vais la compresser. C'est un peu un réflexe en fait à avoir dès que vous mettez une image sur votre site internet. Je la passe ici, même fonctionnement, je sélectionne mon image, je fais compresser, et vous voyez qu'on est passé de 35 kilobytes à 15 kilobytes, soit une économie de 56%, donc l'image est 2 fois plus légère. Ça a sa différence, surtout si vous avez beaucoup d'images sur votre site. De façon générale, sur des images d'illustration, il n'y a pas de raison d'avoir des images qui font plus de 100 kilobytes, 200, 300 kilobytes, mais si vous ne faites rien, le risque c'est que vous ayez des images, notamment c'est des images de votre téléphone ou de votre appareils photo qui sont très lourdes parce qu'elles sont de très bonne qualité, et bien vous allez avoir des mégabytes, mégaoctets du type 1, 2, 3, 4 MO, et alors là c'est très très lourd. Ça va vraiment mettre du temps à charger, donc je déconseille. Cet outil vous permet de faire d'autres choses, il vous permet de recadrer vos images si jamais vous avez besoin de la recadrer. Beaucoup d'ordinateurs permettent de le faire directement dans les fichiers, mais imaginons que je la préfère comme ça, je peux la recadrer ainsi. Et la retélécharger, et je peux aussi convertir en JPEG, parce que comme je vous le disais, PNG c'est plus qualitatif, mais c'est aussi plus lourd, donc à moins que vous ayez une photo en transparence, sans fond, dans ce cas-là, il faut du PNG pour qu'il n'y ait pas de fond, sinon si vous faites en JPEG, il y aura un fond blanc. Donc si vous ne souhaitez pas de fond, vous laissez en PNG, c'est une image classique, passez-la en JPEG, vous la balancez là-dedans, pareil, sélectionnez image, ça ouvre les fichiers, vous choisissez votre fichier, et puis vous la retéléchargez, elle sera en JPEG, elle sera beaucoup plus légère. Voilà pour tout ce qui est optimisation, image de base pour votre site internet, ça peut valoir aussi le coup de le faire pour une newsletter par exemple. Si vous mettez une image à l'intérieur, l'image va partir avec le mail, donc si l'image est très lourde, le mail va être très lourd dans la boîte email de vos bénéficiaires, des gens qui vont recevoir l'email, c'est pas très cool, donc on va essayer de la redimensionner. Et de toute façon, la majorité des outils d'emailing vous demanderont de réduire le poids de votre image si elle est trop lourde, donc sachez que vous pouvez le faire avec des outils comme celui-ci, ça va très vite, on a tout au même endroit, c'est quand même très pratique. Voilà pour ça, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je finirai juste par dire que renommez vos images sur votre site internet, ne gardez pas des numéros, ne gardez pas des choses qui ne veulent rien dire, parce qu'en termes de référencement, Google ne voit pas vos images, mais il va les lire. Le titre de votre image donne de l'information à Google pour savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça illustre et qu'est-ce que vous faites, de quoi parle votre site. Donc mettez-lui des mots-clés tant qu'à faire, donnez-lui de l'information, ne laissez pas des chiffres ou un titre automatique, ça n'a aucun intérêt, ça peut même vous desservir. On a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, il y aurait plein de choses encore à dire sur les images, c'est un vrai sujet, vraiment, à ne pas sous-estimer, à ne pas négliger. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo sinon sera beaucoup trop longue, vous avez compris l'idée, j'espère qu'elle vous aura été utile et que si vous aviez encore du mal à choisir vos images, ce sera maintenant plus facile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous pouvez retrouver Colline sur Instagram où elle partage beaucoup de conseils, et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.